Comment exprimer des sentiments avec un t-shirt ou un jean? Je travaille très souvent par intuition. Cela me plaît vraiment quand je peux retravailler avec un réalisateur. Bina Daigelaar est une grande créatrice de costumes. Sa carrière est aussi internationale que remarquable. Elle navigue entre des films artistiques indépendants avec Jim Jarmusch et Pedro Almodovar, la série Mrs. America avec Cate Blanchett et Rose Byrne et la superproduction Mulan. Bina, vous êtes à Madrid pendant le confinement et je suis très honorée de vous interviewer à Paris pour ce 9e épisode de Profession costumière. Bienvenue! Alors je vous propose de commencer par évoquer le début de votre carrière et plus précisément, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous êtes devenue créatrice de costumes? En fait, à l'origine, je suis tailleur de haute couture. Je travaillais en tant que tailleur dans un atelier qui œuvrait pour le théâtre et le cinéma à Munich. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler comme assistante de chef costumier. Et ensuite, j'ai gravi les échelons, j'ai assisté pas mal de chefs costumiers, puis j'ai commencé à travailler sur mes propres projets. Très bien, donc vous avez commencé comme tailleur dans la haute couture, puis vous avez assisté des chefs costumiers et c'est comme ça que vous êtes arrivé dans ce milieu. Oui, en fait, comme j'étais dans un atelier qui travaillait pour le théâtre et le cinéma, c'est comme ça que j'ai connu des chefs costumiers et ils m'ont proposé de travailler avec eux sur des projets. C'est comme ça que j'ai démarré. Et j'ai vraiment démarré dans le cinéma en tant qu'assistante costumière sur les plateaux et puis, après 3 ou 4 ans, j'ai commencé à être chef costumière en Allemagne. Et puis, quand j'avais 24-25 ans, je suis partie en Espagne. Et si ce n'est pas indiscret, pourquoi êtes-vous partie en Espagne? Eh bien, parce que j'avais commencé à travailler assez jeune. Alors, je voulais découvrir un peu le monde. Et puis, c'était dans les années 80. Et à ce moment, Madrid, pour moi, c'était la ville la plus vibrante, la plus à la mode d'Europe. C'était the place to be. Il y avait la movida. J'avais des amis espagnols, donc je me suis dit, ok, je me lance. Et j'aimais beaucoup les premiers films d'Almodovar. Je rêvais de travailler avec lui et, quelque part, ça a été mon moteur pour déménager en Espagne. Et aussi, Munich, c'est une ville beaucoup plus petite. Et à Berlin, il y avait encore le mur. Je n'avais pas envie d'y aller. Alors voilà, je suis partie à Madrid. Et les choses se sont concrétisées, vous avez travaillé avec Pedro Almodovar, vous avez collaboré ensemble à 2 reprises pour Tout sur ma mère et Volver. Pouvez-vous nous raconter comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés grâce à des amis. Je ne pensais pas avoir la chance de créer un jour des costumes pour 2 de ces films. Pour moi, ça a été une grande chance et cela a eu un impact sur ma carrière. Il est si reconnu, cela m'a ouvert beaucoup de portes et notamment pour des productions internationales. Oui, le premier film sur lequel vous avez travaillé ensemble est Tout sur ma mère, un de ses films les plus reconnus, pour lequel il a reçu un Oscar et une renommée mondiale, alors j'imagine que vous en avez aussi bénéficié. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, tout le monde a vu Tout sur ma mère. À ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur des projets plus internationaux, à voyager. Je suis allée à Los Angeles. Et quand les gens voyaient que j'avais travaillé sur le film, ça m'ouvrait vraiment des portes.
Pedro Almodóvar est un réalisateur si célèbre, avec un style si personnel et iconique, un goût aussi. Cela m'a vraiment aidé dans ma carrière de travailler avec lui. Et vous avez de nouveau collaboré 7 ans plus tard sur un de ses autres chefs-d'œuvre, Volver. Pouvez-vous nous raconter comment vous êtes arrivé sur ce film-ci? Ça vient de lui, c'est lui qui fait ses choix. Parfois, il fait des changements au sein de ses équipes et il voulait travailler avec moi à nouveau sur Volver. Et moi, bien sûr, j'étais ravie car j'adorais l'histoire, le scénario. Et c'est une si belle opportunité de créativité de travailler à ses côtés. Et Pedro Almodóvar est tellement inspirant pour un chef costumier, il fait partie des réalisateurs qui sont très impliqués et qui connaissent très bien la mode. C'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Et vous dites qu'il change régulièrement d'équipe. Alors, avez-vous retrouvé le même chef déco que surtout sur Ma Mère, par exemple? Ou était-ce une autre personne sur ce projet? Non, je ne voulais pas dire qu'il change régulièrement d'équipe. Il y a des personnes avec qui il travaille sur chaque film. Par exemple, Alberto Iglesias pour la musique, et aussi c'est souvent le même chef déco. C'est juste que parfois, sur certains films, il change certains membres de l'équipe, le chef costumier, le directeur de production. Vous voyez, ça dépend. J'ai seulement collaboré avec lui sur 2 films. Bien sûr, il y a des personnes qui ont travaillé sur tous ces films. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler sur Volver, et puis après, j'ai pris mon propre chemin. J'ai commencé à travailler en dehors d'Espagne. Vous avez aussi créé les costumes de Mulan, et j'ai lu dans une interview que vous avez exploré pour ce projet toute une gamme de couleurs, du jaune, réservé aux empereurs dans la culture chinoise, au rouge. Est-ce que d'une certaine manière, c'était une façon très différente de retravailler avec les couleurs préférées d'Almodóvar, ou est-ce que c'est un pont un peu incongru? Je pense que ce pont, on peut plutôt le faire sur le fait que j'utilise toujours beaucoup de couleurs. Et même quand ce n'est pas le cas, je fais toujours beaucoup appel à mes sensations, mon intuition. Les couleurs que j'utilise dans mes films sont vraiment mon langage à moi. Alors, selon le type de film, on a toujours son langage de couleurs qui doit être en phase avec le décorateur, le directeur de production, le chef déco. D'une certaine manière, il faut toujours un langage commun pour utiliser la couleur. Et je pense que quand on regarde mes films, on voit quelles couleurs j'utilise souvent. Ça ne veut pas dire que tous mes films sont colorés. Certains sont plutôt pastels, plus sombres. Mais oui, pour Mulan, pour cette tunique rouge, on peut faire un pont avec Almodóvar. Et je dirais que de manière générale, le rouge, c'est une couleur héroïque et cinématographique. Et pour moi, Mulan, c'est une héroïne, une femme puissante. Alors j'ai trouvé que le rouge serait la couleur parfaite pour sa tenue de guerrière. Enfin, pour elle, et pour toute l'armée qui l'entoure, bien sûr. Vous avez aussi créé des costumes pour Jim Jarmusch à 2 reprises, pour The Limits of Control et Only Lovers Left Alive. Pouvez-vous nous raconter comment vous vous êtes rencontrés? Eh bien, en fait, on ne s'est pas rencontrés parce que je travaillais sur le film Che Guevara de Steven Soderbergh. Et je savais que Jarmusch venait à Madrid tourner. Et je suis vraiment très très fan de Jarmusch.
Depuis Stranger Than Paradise, Down by Law, j'adore tous ces films. Et donc j'espérais vraiment faire partie de la liste des personnes qu'il allait rencontrer pour son nouveau film. Mhm. Et j'étais embêtée parce que je n'étais pas à Madrid, donc je pouvais juste lui parler au téléphone. On tournait à Porto Rico et dans la jungle, vous voyez. Donc on s'est parlé longuement au téléphone, enfin pas si longuement, une demi-heure, mais quelque part, je pense que j'ai dit des choses qui lui ont fait se dire que j'étais la bonne personne. Et une fois que j'ai terminé le film sur le Che, on était au Mexique et là, j'ai directement pris un vol pour New York où il y avait une énorme tempête. Et là, j'ai rencontré Jim pour la première fois. Et pour moi, c'était quelque chose de très très spécial de rencontrer Jim Jarmusch, de prendre un verre avec lui à New York. J'ai adoré. Et oui, après, on a construit une manière de travailler ensemble sur The Limits of Control, qu'il a eu envie de reproduire, et heureusement, j'étais disponible. C'était Only Lovers Left Alive, et c'était tourné à 50% en Allemagne, ce qui était parfait, car je suis allemande. Tout était parfait. Mhm. J'aime beaucoup travailler une seconde fois avec un réalisateur. Je trouve que cela amène la collaboration à un autre niveau, parce qu'on se connaît déjà. Ça donne vraiment l'opportunité de développer un langage commun, le même langage créatif. Et souvent, c'est plus rapide. Et donc, comme c'est plus rapide, on peut aller plus loin, parce que l'on dispose de plus de temps. Alors, on peut creuser plus profondément les choses. Cela me plaît vraiment quand je peux retravailler avec un réalisateur. Mm. And so for the limits of control, the movie follows a mysterious loner who's played by Isaac de Bancolé. Dans The Limits of Control, le film suit un mystérieux tueur à gages joué par Isaac de Bancolé. Il porte des costumes incroyablement chics et il est entouré de personnages extravagants comme Tilda Swinton, la blonde, co-girl tout de blanc vêtue, Paz de la Huerta, la femme nue qui ne porte qu'un trench transparent. Tous les costumes du film sont très visuels, esthétiques, et je me demandais s'il avait été plus complexe d'habiller un des personnages ou si vous vous êtes amusé avec tous. Alors, ce qui est sûr, c'est que je sais celui qui a été le plus facile à habiller. C'était John Hurt. J'aime tellement cet acteur. J'étais un peu nerveuse parce que, vous savez, quand on se retrouve à habiller un acteur aussi iconique que John Hurt, vous voyez, on se dit « wow ». J'espérais qu'il allait aimer mes propositions parce que voilà, il n'était pas tout jeune, il avait tellement d'expérience. Et alors, j'avais préparé 3 portants, même si son personnage ne portait qu'une seule tenue. Et il est arrivé, il a vu les 3 portants et il a dit « Oh mon Dieu, je vais devoir essayer tout ça ?» Alors j'ai dit « Non, non, on va juste commencer. » Et il a regardé. Il y avait 3 paires de chaussures et je savais laquelle était ma préférée. Il a regardé les paires et il a dit « J'en reviens pas. C'est littéralement les chaussures les plus laides que j'ai jamais vues de toute ma vie. » Donc là, je me suis dit « Oh non !» Et puis, mais ensuite, il a dit « Je les adore. Elles sont si laides. Comment tu as pu acheter ça pour moi ? Combien elles ont coûté ?» Et elles n'avaient rien coûté. C'était des chaussures compensées en plastique noir avec un peu d'imprimé tigre. Vraiment cheap. Ça l'a fait vraiment rire et il m'a dit « Elles sont si laides, je n'en reviens pas que tu m'aies acheté ça. » Et ensuite, on a essayé la première tenue et il a dit « Voilà, c'est ça, c'est ça. » Et il ne voulait rien essayer d'autre. Jim est arrivé et il voulait essayer une autre option. Mais John a dit « Certainement pas. C'est la meilleure option, je l'adore, c'est celle-là. » Voilà, c'était la première tenue qu'il essayait et il l'a gardée.
Et ensuite, quand on a fait l'essayage pour Only Lovers Left Alive, il est arrivé et il m'a dit « On va voir si cette fois aussi tu auras tapé dans le mille ». Et la même chose s'est reproduite. Il n'a essayé qu'un costume et c'était le bon. C'était de la chance, mais c'était vraiment les essayages les plus rapides et drôles que j'ai connus. Waouh, quelle histoire! Ce costume a été une évidence pour lui. Et dans Only Lovers Left Alive, c'est une histoire complètement différente, un cadre très éloigné. C'est l'histoire d'amour éternel entre deux vampires, interprétés par Tilda Swinton et Tom Hiddleston. Alors, comment avez-vous créé des costumes pour des vampires qui ont plusieurs siècles? Quelles étaient vos inspirations? C'était exactement la grande question. Où va ton choix? Qu'est-ce que tu choisis pour t'habiller quand cela fait déjà 500 ans que tu t'habilles tous les jours? Qu'est-ce que tu décides de porter finalement? Moi, ma conclusion, c'était que tu retournes à la simplicité, que tu as envie de choses simples. Après, bien sûr, il s'agit de créatures spéciales, donc on leur a fait connaître les gants, le cuir. Mais on a construit des lignes très simples, parce qu'on s'est dit qu'ils avaient eu toutes les autres époques pour adapter les tendances, être habillés, les tenues bouffantes, le romantisme, vous voyez, le Charleston. Toutes les modes, ils les avaient connues. Alors à ce stade, ce qui les intéressait, c'était leurs livres, la littérature, la musique. Côté mode, ils ont leur propre goût et ils aiment les choses simples, basiques, mais simples et basiques avec une inspiration un peu rockstar. Et on voulait aussi que Tilda et Tom, qui sont tous les deux si grands, si minces et si beaux, on voulait mettre cela en avant, mettre en avant leur langage corporel. Et il y a un moment dans le film où Tilda Swinton porte un magnifique kimono. Et je me demandais quelle était l'histoire de cette pièce, comment l'avez-vous trouvée? Alors c'était la première pièce que j'ai achetée en fait. C'était au Maroc, chez un antiquaire. J'étais en vacances par hasard, je n'avais pas commencé à travailler sur le film, mais j'avais lu le scénario. Je savais ce qui était à venir et j'ai vu cette pièce et je me suis dit qu'elle était parfaite. Je savais qu'il me la fallait. Je travaille très souvent par intuition. Mon intuition, je l'apprécie. Elle me sert de guide et je m'y fie souvent. Et je me suis dit, c'est une superbe pièce, je vais l'utiliser. C'est une pièce qui fonctionne très bien sur Tilda. Oui, j'adore cette pièce. Alors je vous propose maintenant de parler de Mrs. America. Oui, bien sûr. Alors, vous avez créé les costumes de la série Mrs. America, qui rencontre un grand succès. C'est une série qui parle de la seconde vague féministe aux États-Unis, avec Kate Blanchett et Rose Byrne. Les actrices interprètent toutes les deux des femmes qui ont réellement existé et existent, la conservatrice Phyllis Schlafly et la féministe Gloria Steinem. Alors, comment était-ce de travailler sur ce projet et de créer des costumes pour des personnages historiques ? Bien sûr, c'était très très intéressant. C'est toujours un plaisir de travailler avec Kate et c'est toujours fun et intéressant. Et en plus, tout le reste du casting était incroyable. Je n'ai travaillé qu'avec des actrices fantastiques. Et en plus de tout cela, c'était une histoire incroyable à raconter. C'est une page très importante de l'histoire, qui est toujours d'actualité, parce que les femmes sont toujours traitées différemment, il y a toujours moins de femmes au pouvoir.
Donc dès le départ, je me suis dit que c'était une belle opportunité. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai fait beaucoup de recherches, il y a beaucoup de documentaires, d'archives, et toutes ces personnes ont écrit des livres aussi. Donc on a commencé par tout un processus de recherche, et une fois cette étape terminée, j'ai commencé à dessiner les costumes. Pour tous les personnages principaux, tous les costumes sont fabriqués dans l'atelier, même les jeans, tout est fait maison. Pour avoir exactement le rendu souhaité. J'ai commencé à définir les premières pièces, ensuite on a fait des essayages, et ensuite on développe la garde-robe du personnage avec l'actrice pour qu'elle sente qu'on va dans la bonne direction. Et quel niveau de liberté vous êtes-vous autorisé par rapport aux archives? Car, comme vous l'avez dit, l'histoire se déroule dans les années 70. Alors, on dispose de beaucoup de films, de photos de cette époque. À quel point vouliez-vous vous rapprocher de ces documents et à quel point vous êtes-vous autorisé des libertés? En fait, il y avait des looks iconiques de Shirley Chisholm, Gloria Steinem, Phyllis Schlafly, que j'ai copiés à la couture près. J'ai imprimé les tissus et on a vraiment recopié ces looks qui sont en photo sur Internet. Vous savez, quand Shirley Chisholm était dans la course présidentielle, par exemple, c'est un moment tellement iconique dans l'histoire américaine. Je voulais que ça ait le même aspect, que cela ressemble vraiment au moment historique. Mais après, il y a aussi les moments où les personnages sont chez eux, et là, on se pose la question, on se demande, ok, comment s'habillaient ces femmes quand elles étaient chez elles, et pas dans un moment public? Ces moments sur lesquels on n'a aucune archive. Les moments plus privés, plus intimes? C'est exactement ça. Pour les moments les plus intimes, qui sont ces femmes? Que font-elles? Qu'est-ce qui fait sens pour elles? Donc bien sûr, là, on est libre de créer, et en même temps, il faut que ça fasse sens. On essaye de créer une garde-robe complète qui est cohérente pour chaque personnage. Donc c'est comme ça que l'on a procédé pour chaque personnage, car chacune se change beaucoup en fait. Il y a 9 épisodes, on traverse 10 ans, des années 70 au début des années 80. Donc cela fait une grande période, et bien sûr, tout cela devait être cohérent. Elles évoluent. Par exemple, Gloria Steinem change beaucoup. Au début, elle met beaucoup de mini-jupes, et elle est plus féminine. Et après, elle s'est mise à mettre des jeans et des t-shirts, des tenues plus pratiques. Et il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué en regardant la série, que j'ai trouvé amusant. Je n'y avais pas pensé et je ne sais pas à quel point c'est pertinent. En fait, le personnage conservateur, Phyllis Schlafly, a une très belle garde-robe, mais presque un peu années 60. Beaucoup de tweeds, des costumes dans un esprit Chanel, avec des couleurs pastel. Alors que Gloria Steinem est clairement ancrée dans la mode des années 70, avec des imprimés très excentriques et, comme vous le disiez, aussi des mini-jupes. Alors, je trouvais amusant que, d'une certaine manière, quand on voit la femme la plus conservatrice et la plus révolutionnaire, c'est comme si elle ne s'habillait pas dans la même décennie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'était vraiment intentionnel, c'était une volonté de ma part. Je voulais vraiment tracer une frontière entre les féministes et les anti-féministes au début de la série, au moins pour les 3 premiers épisodes.
Je voulais faire ça avec les couleurs, mais pas seulement, avec les styles aussi. Je trouvais ça d'autant plus approprié que les féministes vivaient à New York. Elles avaient une vie très bohème. Et Phyllis vivait en Illinois, donc j'ai situé Phyllis et sa bande en fin des années 60 pour avoir une meilleure marge d'évolution et tracer une frontière plus forte entre ces femmes. Hmm. Yes. Mais après, dans les épisodes 6, 7, 8 et 9, la frontière s'atténue. Parce qu'après, dans les années 70, la mode s'est plus uniformisée et devenue plus accessible. Hmm. Fin des années 60, début des années 70, il y avait plus de vêtements sur mesure. Et après, la mode s'est industrialisée. Donc ces frontières de style se sont estompées. Yes. Easy to get for everyone. Hmm. Hmm. Just to come back to Pedro Almodovar and Jim Jarmusch just for one question. Et pour revenir à Pedro Almodovar et Jim Jarmusch pour une dernière question, est-ce que ces réalisateurs étaient très précis sur les costumes qu'ils voulaient? Est-ce qu'ils partageaient des idées générales sur les personnages? Ou parfois est-ce qu'ils vous parlaient vraiment d'un détail particulier, d'une silhouette qu'ils avaient en tête pour certains personnages? Ah oui, cela arrive qu'ils voient quelque chose, une photo, un magazine dans une boutique, et qu'ils disent « J'ai vu la bonne tenue pour cette scène ». Cela arrive. Hmm. Et c'est vrai que Jim comme Pedro ont un goût très spécifique, donc cela arrive, oui. Et j'aimerais aussi vous poser quelques questions sur le costume de cinéma en général. Je me demandais par exemple s'il y a des costumes que vous aimez particulièrement dans l'histoire du cinéma, qui vous inspirent. J'adore les liaisons dangereuses. J'adore les costumes de ce film avec Malkovich. J'adore aussi la leçon de piano de Jane Campion. Yes. Je vois souvent des costumes que j'adore, mais oui, je reste sur ces deux films que j'adore. Je pense que ces deux films, je les ai vus quand j'étais jeune et j'avais envie de devenir costumière. Et donc je les ai toujours chéris. Ce sont des films qui m'accompagnent, qui sont dans mon cœur. Yes. Et parmi les costumes que vous avez créés, y a-t-il une silhouette, une tenue que vous aimez particulièrement? Il y en a plein. Il y a plein de costumes que j'aime. Vous pourriez nous en partager certains? J'adore les costumes de Mulan. Ils sont très élaborés. Il y a tellement de travail derrière, de broderie, de teinture. Vous savez, il y a deux types de films en tant que costumier. Les films d'époque, c'est incroyable, très créatif, très artisanal, et j'adore faire ça. Mais j'adore aussi faire l'autre type de film, où c'est plutôt des films contemporains, où c'est un travail plus psychologique.
Comment exprimer des sentiments avec un t-shirt ou un jean? Parce que vous savez, on peut décider entre deux t-shirts selon la coupe, la patine, l'ajustement. J'adore faire les deux. Ce sont deux exercices très différents. Hmm. Le premier, c'est le fantasme de la créativité et de l'artisanat, même si bien sûr l'intuition joue aussi pour les sentiments à exprimer. Et après, il y a l'autre catégorie de films où il faut exprimer de l'émotion à travers un t-shirt. Et ça, c'est aussi un challenge. J'aime faire les deux. Ce qui nous amène à ma question suivante. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? J'adore mon job, vraiment. J'adore le travail d'équipe, j'adore mon équipe. J'adore qu'on me donne des conseils, j'adore lire des histoires, les développer. J'adore voyager, j'adore faire des films qui remontent le moral au public, d'autres qui les rendent tristes, qui les font réfléchir. J'adore faire partie de quelque chose qui émeut les gens, leur faire passer un bon moment, les amener ailleurs émotionnellement et visuellement. C'est quelque chose que j'adore et je suis très privilégiée de faire ce métier. Maintenant, avec la situation que l'on traverse, c'est un gros challenge pour notre industrie. Comment rebondir? Comment on va changer le cinéma? Après, bien sûr, il y a déjà des tournages qui ont repris en studio, des petites productions. Ça va être un challenge de se remettre de tout ça et de continuer. Alors, c'est un moment intéressant, mais aussi difficile. J'espère que les tournages pourront bientôt reprendre. Mais je n'avais aucune idée que certains petits tournages avaient déjà pu redémarrer. Oui, ici en Espagne, il y a des tout petits tournages qui ont repris le 18 mai, mais très petits, et bien sûr uniquement à l'intérieur, en studio. Et je sais qu'en Allemagne aussi, ils reprennent. Donc on verra. Ça fait plaisir d'entendre ça. Oui, ça remonte le moral. Et j'ai une dernière question. Vous avez une carrière très internationale, très accomplie. Alors je me demandais si malgré tout, il y avait un type de projet, que ce soit du cinéma, de la télévision ou autre, qui vous attirait particulièrement et pourquoi? Vous savez, il y a tant de réalisateurs que j'adore, de comédiens avec qui j'aimerais beaucoup retravailler. Je suis ouverte. J'ai vraiment pas d'idée spécifique où je me dis ah, je voudrais absolument faire ça. Je suis vraiment très heureuse des films que je fais. J'espère juste pouvoir continuer à alterner entre la télé, le cinéma, entre les grosses productions et les petites productions. J'aime faire de l'underground, de l'indépendant, mais j'adore aussi faire une immense production Disney, évidemment. J'adore tout ça. Et on le voit vraiment quand on regarde votre carrière qui est si variée, c'est très impressionnant. Oh merci, c'est très gentil. Merci, merci. Merci à Bina Daigeler de nous avoir fait voyager de Munich à Madrid, Los Angeles, Porto Rico, New York et d'avoir partagé avec nous ses anecdotes et réflexions sur son incroyable carrière. Merci à Lorraine Boudard d'avoir prêté sa voix à Bina Daigeler et à Benjamin Touboul pour son aide sur le montage. Vous pouvez retrouver Profession Costumière sur Instagram. À bientôt pour un prochain épisode.